Hop, on va régler ça. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Est-ce que vous pouvez me le confirmer dans les chats? Oui, parfait. Bonjour Mathieu, bonjour Bernard, bonjour Stéphane, Jacqueline, Yves. Merci donc de nous retrouver cette semaine encore pour la revue technique des marchés avec Laurent. Laurent qui vient de se connecter au webinaire. Laurent, est-ce que tu Est-ce que m'entends? vous m'entendez? Oui, est-ce que tu m'entends, Mathieu? Moi, je t'entends, oui. Ok. Est-ce Alors, que il tout le faut monde juste que je m'entend, Laurent? procède à un tout petit réglage. Je vous prie de patienter une seconde. Voilà, je suis là, Mathieu. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien et nos spectateurs t'entendent également très bien. J'espère que tu vas bien, Laurent. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Je vais très bien, ça en fait pleine longtemps qu'on ne forme. s'était pas vu pour le webinaire. Webinaire, vous posez vos questions, Laurent y répond. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous commencez à être habitué au fonctionnement. Euh, Laurent, donc, qui est président de la FAT, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'Association française des analystes techniques. Laurent, je te donne la parole. Effectivement, merci Mathieu. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire, 1 heure ensemble pour essayer à la fois de comprendre les principes de base de l'analyse technique et puis profiter de cette lecture technique pour déchiffrer l'action des marchés. Alors, comme Mathieu l'a dit, je suis le président de la FAT. La FAT, c'est une association de loi 1901, un but non lucratif, dont la mission est de faire la promotion d'une analyse technique méthodique, raisonnée, j'ai donc le plaisir et l'honneur de faire ce webinaire en partenariat au nom de la FAT avec BNP Paribas, en espérant Nous sommes très que nous serons honorés capables, également. voilà, en espérant que nous serons capables de répondre à toutes vos questions. Alors, premier point, Mathieu, il faut quand même le dire, j'ai été extrêmement surpris, agréablement surpris par la quantité et la qualité des questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Surpris parce que j'ai compris que j'avais affaire à des passionnés qui m'ont posé des questions vraiment pointues. On rentre Ben, vraiment dans le vif du sujet maintenant, hein. Ça doit être, Mathieu, de mémoire, le 5 ou 6e webinaire. ça, je pense que Euh, ça fait 5 ou 6 semaines, oui. voilà, ça On a fait commencé fin janvier. Ça doit faire voilà. ça. Donc le momentum est en train de grimper parce que quand je vais vous lire les questions qu'on m'a posées, je me suis dit waouh, j'ai des gens en face qui sont vraiment sérieux et donc ça m'a réjoui. Parce que je vois que ça vous intéresse et donc je vais encore une fois essayer de répondre au mieux de mes capacités à ces questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Alors, bah écoute Mathieu, je pense qu'on peut commencer tout de suite. Alors, il faut que je partage mon écran. Donc pour Oui, ça, il faut je vais te que tu me lances ton transférer partage. Voilà. le partage. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? Non, j'ai pas encore Oui, la. Voilà, ça y est, je l'ai. voilà, c'est Alors, vrai, voilà. C'est bon. alors attendez une seconde. En attendant, Laurent, on a Stéphane qui nous pose une première question sur le sursaut du CAC donc, qui a eu lieu. Est-ce que tu veux en toucher un petit mot avant de commencer ou pas? Bah écoute, oui, on peut en parler 2 minutes parce que ça va pas être très long.
On peut faire un petit rappel rapide de ce qui est en train de se passer sur le CAC 40 avec, alors c'est Stéphane qui donc faisait cette remarque du sursaut du CAC. On a effectivement un CAC qui est dans un mouvement, dans un courant acheteur qui a été déclenché significativement, on va dire, depuis le 1er mars avec ce gap et cette grande bougie blanche. Et puis derrière, on voit que on a finalement un marché qui fait un petit peu du surplace, puisque après ce franchissement de résistance, ce qu'on appelle techniquement un breakout haussier, bullish breakout, ben derrière, il n'y a pas du tout d'accélération, il n'y a pas d'invalidation non plus. L'invalidation, ça aurait été de voir le CAC retourner à l'intérieur de la zone de consolidation, ça aurait été l'invalidation. La confirmation, ça aurait été de voir le CAC progresser rapidement. On a eu ni l'un ni l'autre, puisque finalement, regardez, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est-à-dire 5 jours ouvrables, ça veut dire une semaine, au bout d'une semaine, on est revenu sur ce niveau de résistance qui a été validé support par le principe de changement de polarité, principe extrêmement important en analyse technique dont nous avons déjà parlé ensemble au cours des webinaires précédents, et je vous invite à voir les webinaires précédents si ce concept de changement de polarité vous intéresse, parce que c'est vraiment un concept important. Donc résistance devient support, et puis derrière on voit que il n'y a toujours pas beaucoup d'accélération, puisque on a des bougies qui se chevauchent les unes des autres. Appréciez la différence de rythme, j'ai envie de dire, entre ce qui se passe ces dernières semaines et ce qui s'est passé sur ce breakout ici, qui pour le coup, lui, a lancé une véritable impulsion haussière. C'était un breakout réussi. Vous voyez ici, là, quand le cours dépasse la ligne horizontale, derrière, non seulement il y a dépassement de résistance, mais derrière, il y a gap haussier. Et puis, encore derrière, on enfile les bougies, les unes derrière les autres, d'achat. Autrement dit, un momentum qui montre clairement que ce sont les acheteurs qui ont le contrôle des échanges en main. Là, c'est pas du tout le cas. On voit que, si je me mets en ligne de clôture, on voit que, vous voyez, ça progresse tout doucement. En même temps, on fait, vous le voyez en ligne de clôture, c'est plus net, des creux qui sont ascendants, des sommets qui le sont également. Donc même s'il y a une vitesse qui est vraiment très réduite, malgré tout, on continue de progresser, et la journée d'hier a validé un support intermédiaire à 4960 points, et maintenant, en clôture, on est sur le point, vous voyez, de tester la plus haute clôture, c'est-à-dire celle-ci à 5033 points, et si demain on l'a clôturé, enfin, excusez-moi, si demain on l'a dépassé, alors on ferait un plus haut annuel, et ça serait une bonne nouvelle. Le danger, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau à 5033, 5055, et qu'on reparte en conso, et qu'on reparte tester 4929. Donc pour répondre très rapidement à la remarque de Stéphane, sursaut, oui, en même temps, aucun niveau technique franchi, c'est ce qui donnerait le signal à tous les opérateurs qu'on a un momentum qui reprend. Pour le moment, on n'est pas dans cette configuration, donc haussier, oui, lent, oui également. Attention, pas de signaux franchis. Conclusion, on est dans ce que j'appelle moi une consolidation avec un biais haussier, c'est-à-dire que je m'attends au dépassement du précédent sommet, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Voilà Mathieu, donc c'était une réponse la plus rapide possible que je pouvais faire sur le CAC à la volée, parce que Merci. encore une fois, il y a beaucoup de questions techniques, et je pense que c'est aussi important d'aborder l'aspect un petit peu théorique des choses. Alors Mathieu, on y va. J'ai eu une première salve de questions, j'ai envie de dire, de la part de Jean-Paul, qui nous a posé, Mathieu, beaucoup de questions auxquelles on va répondre tout de suite. Alors, comment? Jean-Paul nous dit, pour tracer des lignes sur 3 points, faut-il prendre en compte les mèches ou les corps des chandeliers? Donc, Jean-Paul fait sans doute référence à un propos que j'ai tenu lors d'un précédent webinaire où j'expliquais qu'en fait, pour tracer une ligne de tendance, il ne faut pas 2 points, puisque pour tracer une ligne, il faut 2 points. Donc, une ligne de tendance, c'est 3 points. Les 2 premiers points servent à tracer une ligne, mais n'importe quelle ligne peut être tracée avec 2 points. C'est le 3e point de contact qui, passant dans la direction de la droite établi avec les 2 premiers, qu'on a ce qu'on appelle en analyse technique
une ligne de tendance. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on prend en compte les mèches ou est-ce qu'on prend en compte les lignes de clôture? Autrement dit, les corps des bougies, les corps de clôture des bougies. Alors, première observation, à mon sens, il vaut mieux éviter de mélanger les genres. C'est-à-dire que, a priori, on peut choisir les lignes de clôture, on peut choisir les mèches, mais si on choisit les mèches, alors il faut rester avec des mèches, et si on choisit les lignes de clôture, alors on reste avec les lignes de clôture. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a les deux premiers points qui sont construits avec des lignes de clôture, en ce qui me concerne, je cherche un troisième point qui l'est également. J'essaye, pourquoi je fais ça en fait? Parce que j'essaye de monter le niveau d'exigence. Un niveau d'exigence bas, c'est de dire, une clôture a été faite ici, une mèche a été faite là, je vais tout relier et puis je vais avoir ma ligne de tendance. Ok. Je ne dis pas que c'est mal, mais plus vous allez monter le seuil d'exigence de vos lignes de tendance et de tous les signaux d'ailleurs que peut vous fournir l'analyse technique, plus vous allez monter le seuil d'exigence, plus vous allez monter également les probabilités pour que les signaux que vous apercevez, que vous identifiez, que vous décelez, soient de bons signaux. Donc, a priori, je n'ai pas de préférence pour ligne de clôture ou mèche, mais en général, si je me mets en clôture, je reste en clôture. Si je me mets en mèche, je reste en mèche. Alors, les mèches maintenant posent le problème suivant. Les mèches, vous l'avez compris, les mèches d'une bougie, c'est en fait l'action. Alors, la mèche basse d'une bougie, c'est l'action intraday en séance d'un plus bas qui a été touché au cours de la journée et le marché repart à la hausse et parce qu'il dépasse le cours d'ouverture, la mèche va se former. Comment cette mèche va se former? Est-ce que c'est une mèche qui est formée parce que le marché fait un V en creux en intraday et en fait c'est un point qui a été touché quelques secondes, auquel cas ça peut être une anomalie de marché ou quelque chose qui peut correspondre à une très forte volatilité dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants, ou est-ce que cette mèche basse en intraday, elle s'est faite par un processus de distribution, par exemple, qui a eu lieu en 30 ou en 15, en 30 ou en 60 minutes. Si par exemple le marché descend à 11 heures sur un point plus bas, qu'il y reste jusqu'à 15 heures et qu'à 15 heures il repart à la hausse, pendant la majeure partie de la journée, il y aura eu un trading range qui sera en fait une séquence d'accumulation et le marché repart à la hausse. Vous allez avoir votre mèche basse, n'empêche qu'il y a eu un vrai travail de stabilisation, d'accumulation intraday qui s'est fait, qui font qu'au final, votre mèche, elle a une vraie légitimité. Si au contraire, votre mèche, elle a été faite parce que en une minute, il y a eu un tick qui est parti à la baisse et qui a remonté, vous comprenez bien que le niveau intraday, il est beaucoup moins pertinent. Donc, il faut essayer de comprendre comment la mèche daily, par exemple, elle a été créée. Si c'est une mèche qui s'est faite parce qu'en intraday, il y a eu un vrai travail, une structure technique qui s'est mise en place, alors vous pouvez la prendre en compte en la mettant en résonance avec d'autres mèches. Si en revanche, vous voyez que c'est quelque chose qui est très volatile, j'accorde beaucoup moins de poids à cette occurrence. Donc, pour répondre concrètement à Jean-Paul, ne mélangez pas les genres. Quand vous partez en clôture, vous restez en clôture. Quand vous partez en mèche, en bougie, vous restez en bougie. Et de la même manière, si vous mettez en échelle logarithmique et que vous avez une ligne de tendance, eh bien, il va falloir garder cette lecture logarithmique lorsque la ligne de tendance sera éventuellement rompue. Donc en fait, il faut juste mettre en place un travail de cohérence, rester cohérent avec vous-même. Et c'est très important de rester cohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a un biais en finance comportementale qui s'appelle le biais que tous les investisseurs ont, qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez déceler une tendance, par exemple, haussière, votre esprit va automatiquement se mettre à la recherche de tous les facteurs, de tous les paramètres qui vont concorder avec votre lecture haussière du marché que vous avez. Et donc, ça va vous empêcher de voir certaines choses qui pourraient tempérer votre appétit pour le sous-jacent, et vous allez peut-être, parce que vous avez ce biais de confirmation, être de plus en plus sûr de vous, prendre des tailles de position
exagéré par rapport à la taille de votre portefeuille, avoir un money management donc qui va être mauvais et par conséquent prendre un grand risque financier. Donc il faut garder la tête froide sur les marchés. Et pour garder la tête froide, il faut toujours se dire, si moi je veux acheter, ça veut dire que quelqu'un en face va vouloir me vendre. Comme j'ai la prétention de penser que comme j'ai plutôt la modestie de penser que je peux me tromper et que c'est la personne en face qui a raison, je vais essayer de me mettre à sa place et de comprendre pourquoi lui il veut me vendre alors que moi je veux acheter. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas forcer le marché. C'est-à-dire ne faites pas une analyse technique qui va tout faire pour vous dire que vous avez raison. Et donc, si vous mélangez les mèches et les clôtures pour justement avoir le maximum de points de contact et vous rassurer sur le fait qu'il y a une ligne de tendance qui passe par les cours, et ben en fait, il y a ce biais de confirmation qui vient biaiser donc votre jugement et qui va peut-être vous faire des bêtises. Si en vous mettant en clôture, vous n'arrivez pas à tracer une ligne de tendance et qu'en vous mettant en bougie, vous n'arrivez toujours pas à tracer une ligne de tendance parce que vous n'avez pas les 3 points, et ben c'est une information qui est précieuse. D'où vous devrez tirer des conclusions. Acheter, pas acheter, c'est pas le problème, mais au moins vous prendrez votre décision en toute connaissance de cause. Et ça vous permettra donc de garder la tête froide. Donc, pour conclure, ligne de tendance, 3 points. En ce qui me concerne, je ne mélange pas les genres. Alors, Laurent, oui, pour les supports horizontaux, nous demande Bernard, est-ce que c'est le même procédé? non. Pour les supports et les résistances, quand un support devient support, quand il est véritablement testé une deuxième fois. Alors regardez par exemple ici. On se met comme ça, je zoome. Je zoome pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Le marché baisse, il vient toucher 4748, il rebondit. On peut dire immédiatement 4748 est un support. La réponse, c'est oui et non. Pourquoi? Parce que dans une tendance baissière, on a une séquence de creux et de sommets qui sont baissiers, qui sont descendants. Donc si je me mets en ligne, vous voyez, on a un sommet, un creux plus bas que celui-ci, on a surtout un sommet plus bas que celui-ci et un creux plus bas que celui-ci. Donc là, on est dans une tendance baissière. Okay, dans cette tendance baissière, le dernier creux, il est à 4748. Est-ce que le dernier creux est un support? C'est un support potentiel. Si la tendance est baissière, le dernier creux a vocation à être enfoncé, puisqu'on va faire un sommet plus bas et un creux plus bas. Donc dans une tendance baissière, le dernier creux, il est de facto voué à être enfoncé. Donc est-ce que c'est un support? On ne sait pas trop. Oui, c'est un niveau de prix sur lequel c'est un niveau de prix sur lequel les cours ont rebondi. Mais est-ce que c'est véritablement un support? Pour moi, ça devient véritablement un support quand le marché vient confirmer, lorsque les cours reviennent sur ce niveau, que c'est un support. Et comment on sait que c'est un support? Parce qu'il y a des ordres qui sont en carnet qui montrent que sur ce niveau, on a des opérations d'achat qui ont été enregistrées avant que les prix reviennent, parce que les opérateurs désiraient se positionner à l'avance sur ce niveau qu'ils ont identifié comme support. Donc, c'était ce que j'appelle moi un support potentiel. Mais on ne sait jamais avant que ça se passe si ce support il va être validé en tant que tel ou si au contraire, ça va devenir un creux qui va être enfoncé. Alors là, en l'occurrence, on a un premier test, on a un deuxième test, le niveau, c'est vraiment un niveau puisque vous voyez que le prix il a enfoncé les 4748, donc le prix a enfoncé le support et il a en intraday et hop, il a rebondi derrière. Donc pour répondre à la question de Jean-Paul, effectivement, pour qu'un creux dans une tendance baissière devienne un support avéré, eh bien il va falloir qu'il soit testé une deuxième fois pour montrer qu'effectivement, ce niveau a été identifié par les opérateurs. Et donc, il faut un deuxième test et ça suffit. S'il y a un troisième test, c'est encore mieux. Ça veut dire que le marché a véritablement enregistré ce niveau comme un niveau d'achat et que tous ceux qui n'ont pas payé sur ce niveau, si le marché revient, ils vont le faire.
Donc, pour une ligne de tendance, il faut deux points de contact. Pour un support ou une résistance, pour une ligne de tendance, il faut 3 points de contact, excusez-moi. Et pour un support ou une résistance, 2 suffisent. Alors, La oui, question de vas-y Mathieu. Bernard. Non, je te laisse continuer. Juste, j'espère que Bernard est satisfait de la réponse. Ah d'accord, parce que c'était Bernard qui posait la question en live, mais Jean-Paul Voilà, posait Jean-Paul a posé la également la question même question. concernant les lignes de tendance et Bernard rebondissait justement pour savoir si est-ce que c'était le même procédé pour les supports. Voilà. Alors, on continue donc avec les questions que pose Jean-Paul dans son email. Et d'ailleurs, on vous encourage tous à poser vos questions si on n'a pas le temps d'y répondre pendant le live, Bien à sûr. poser vos questions par email. Comme ça, Mathieu et Falco me les envoient au fur et à mesure pendant la semaine. J'ai le temps de les regarder et on vous répond comme ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, Jean-Paul continue et me dit, s'agissant du RSI, comment constater qu'il y a distribution? Alors, euh, la première chose, c'est revenir rapidement sur ce concept d'accumulation et de distribution. Alors, on parle de distribution ou d'accumulation quand le marché, en général, est en train de faire un trading range latéral ou quand le marché est en train de mettre en place une figure de renversement. Par exemple, quand vous avez un marché, regardez, je vais essayer de tracer à l'écran sous vos yeux une belle tête-épaule, figure, c'est l'archétype de la figure de renversement. Eh bien, vous voyez, le marché était donc dans une tendance haussière très forte. Eh bien, cette tête-épaule, c'est une figure de distribution. Ça veut dire que le marché, les opérateurs, vont se délester de leurs titres et c'est parce qu'il va y avoir des prises de profit qui vont être enregistrées par le marché que la pression vendeuse va apparaître et que comme il y a plus de quantité de titres désirés être vendus que achetés, eh bien, il va falloir baisser les prix pour trouver à nouveau des acheteurs, d'où la baisse. Et donc, on a toute une série de figures de renversement que je vous invite à découvrir dans tous les bons manuels d'analyse technique ou sur Internet, les figures de renversement qui sont nombreuses. On peut citer par exemple la tête-épaule, on vient de le faire, les doubles tops, les triples tops. On peut également évoquer les trading range, les zones de consolidation latérales, et il y en a bien d'autres. Mais l'esprit qu'il faut comprendre, c'est que on a un marché ici qui distribue. Okay, à l'inverse, quand on est sur une tendance baissière, on va avoir potentiellement un marché qui va accumuler. C'est-à-dire que je vais vous retracer mes segments. On a une tendance baissière, vous le voyez, qui est en place. Et puis, on a ici une zone d'accumulation. OK? Voilà, cette zone d'accumulation, elle peut encore continuer jusqu'au moment où on va sortir par le haut. D'ailleurs, je vais faire une digression très rapide pour vous illustrer avec un exemple concret qu'est-ce que c'est un processus d'accumulation, puisque ça correspond également à une question qui a été posée cette semaine. Vous avez ici un très beau phénomène d'accumulation sur Veolia. C'est-à-dire que on a un titre, regardez, qui a baissé dans un premier temps de manière relativement réduite, et puis il y a eu une très forte accélération à la baisse, et là, on a un processus d'accumulation qui s'est fait sur le marché, sur Veolia, avant d'avoir un bullish breakout, c'est-à-dire un franchissement de la ligne de résistance. Okay, alors, maintenant qu'on a compris que les zones d'accumulation et les zones de distribution, ce sont des zones potentielles de renversement, il faut comprendre aussi ce que fait le RSI. Je voudrais également vous dire que les accumulations, les zones d'accumulation et de distribution
ne sont pas forcément des moments de renversement. Je vais vous montrer pourquoi. C'est quand même vraiment important que je vous explique tous ces principes de base pour que vous compreniez ce qui se passe dans la tête des investisseurs, parce que c'est ce qui se passe dans la psychologie collective de la foule qui fait que les figures techniques se forment. Donc vous avez ici une figure. Qu'est-ce que c'est? C'est une figure d'accumulation ou c'est une figure de distribution? Eh bien, il n'y a aucun moyen de le savoir. On peut faire des suppositions, on peut essayer de quantifier les chances pour que ce soit de la distribution ou de l'accumulation, mais en dernier ressort, on n'en sait rien. Quand est-ce qu'on va le savoir? Alors, il y a des moyens pour le savoir avant que ça se passe, mais ce sont des suppositions. Il n'y a jamais de certitude. Mais quand est-ce qu'on va savoir si effectivement ça, c'est une zone de distribution? Ben, si on casse par le bas. Et comment on va savoir si c'est une zone d'accumulation? Si on casse par le haut. Autrement dit, le marché est monté, il a marqué une pause. Là, il y a eu un échange qui s'est fait entre ceux qui pensent que le marché est suffisamment monté et qui veulent prendre leurs bénéfices, ils vont vendre à des personnes qui pensent que le marché a encore du potentiel pour monter et qui vont acheter parce qu'ils anticipent le breakout. Okay, ils peuvent se tromper. Si le marché repart à la baisse, tous ceux qui ont acheté en pensant que ça allait monter plus haut se retrouvent piégés. Okay, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a une zone de consolidation, même une figure de retournement comme une tête-épaule qui se forme, il faut toujours attendre la validation de la figure de renversement pour pouvoir affirmer que c'est une figure de renversement. Parce que des têtes-épaules qui n'ont jamais cassé leur neckline et qui sont partis à la hausse, on en a tous vu. Et des processus de distribution qui n'en étaient pas et qui finalement étaient de l'accumulation et qui repartent à la hausse, on en a tous vu aussi. Donc ça veut dire que l'accumulation comme la distribution peut être un moment de renversement ou de continuation dans le marché. Premier élément. Deuxième élément, on peut essayer de comprendre, d'anticiper comment ça va sortir. Alors par exemple, quand vous avez un trading range latéral, vous pouvez compter les bougies blanches et les bougies noires. Si vous avez plus de bougies blanches que de bougies noires, vous pouvez supposer, en étant toujours très mesuré dans votre conviction, j'ai envie de dire, que ça va sortir par le haut. De la même manière, vous pouvez regarder le corps des bougies. Si à chaque fois que ça monte, vous avez des petites bougies et que chaque fois que ça baisse, vous avez des grandes bougies, vous pouvez supposer qu'on est dans un processus de distribution. Mais encore une fois, j'ai vu des moments où il se passait ce que je viens de vous décrire et finalement on sortait par le haut. Donc c'est pour ça que, a priori, il faut attendre la cassure ou la rupture de la résistance ou du support pour savoir si c'est la distribution ou si c'est de l'accumulation. Et en principe, ce que dit également l'analyse technique, c'est que quand on est dans une tendance qui est haussière et qu'il y a un trading range qui se forme, eh bien, a priori, on va partir du postulat que c'est de la continuation. C'est-à-dire que, je le répète, je vous l'ai souvent dit, je vais encore le dire une fois, en analyse technique, une tendance reste en vigueur tant que on n'a pas prouvé qu'elle s'était renversée. Donc par défaut, il faut rester dans la tendance. Et par défaut, il faut raisonner en pensant que c'est la tendance en cours qui va continuer. Donc quand vous avez une tendance haussière et que vous avez ça, a priori, il faut plutôt vous dire qu'on va rester dans la tendance et qu'on va sortir par le haut, a priori. Okay, alors maintenant, pour répondre à la question, le RSI. La question, je la répète, c'est comment constater qu'il y a une distribution. Alors,
on peut constater qu'il y a une distribution quand, par exemple, il y a une divergence baissière sur un RSI. C'est-à-dire que vous allez avoir un titre qui va faire ça. OK? Et simultanément, vous allez avoir un RSI qui va faire ça. À peu de choses près, hein. OK? Ça veut dire que sur le prix, vous avez un nouveau sommet et sur le RSI, vous avez un sommet qui est moins haut que le précédent. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ça vous dit que malgré le nouveau sommet qui a été inscrit par le prix, on a en fait une réduction, un affaiblissement du momentum haussier. Qu'est-ce que ça veut dire, un affaiblissement du momentum haussier? Qu'est-ce que c'est le momentum? Le momentum, c'est la vitesse. Donc, si la vitesse décroît, ça veut dire qu'il y a des ordres de vente qui rentrent sur le marché. Ça veut dire par conséquent que les acheteurs sont légèrement submergés par toute l'offre qui arrive et qu'ils ont du mal à l'absorber. Et que comme ils ont du mal à l'absorber, eh bien la vitesse d'appréciation des cours va logiquement se réduire. Et comme ce momentum va ralentir, on va avoir sur les oscillateurs des divergences qui vont apparaître. Donc, première réponse à Jean-Paul qui dit comment dans la distribution, enfin comment dans une tendance on voit un processus de distribution qui se met en place grâce au RSI, quand le RSI met effectivement un sommet plus bas que le précédent. Deuxième réponse, quand on est dans un processus de distribution, mais tout ce que je vous dis est valable pour l'accumulation, c'est exactement le contraire. Donc quand on est sur un processus de distribution, on va avoir de toutes les manières tous les oscillateurs techniques, et ça je vous encourage vraiment parce qu'on n'a pas du tout le temps de le faire ensemble pendant 7 heures de webinaire, mais je vous invite vraiment à comprendre, et c'est vraiment beaucoup plus simple que vous ne le pensez, à comprendre les formules mathématiques qui sont à la base de la construction des oscillateurs. Et je vous assure qu'il suffit de s'y pencher un quart d'heure pour comprendre comment ça fonctionne. Et quand vous comprenez comment les oscillateurs sont construits, ben vous comprenez que lorsque le prix est en train de faire du surplace, mécaniquement les oscillateurs se dégonflent et donc ils vont repartir à la baisse. C'est exactement ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière avec le MACD quand je vous expliquais que c'est pas parce qu'un MACD croise une ligne de signal qu'il va falloir se mettre à vendre à découvert ou à vendre votre sous-jacent. Je vous disais que dès qu'on rentre en consolidation, le MACD va naturellement se dégonfler. Et bien le RSI c'est pareil. Et bien quand on a un MACD qui se dégonfle, quand on a un RSI qui était dans une zone de surachat qui repart vers la ligne neutre des 50, et bien ça veut dire qu'on est dans un processus de distribution. Donc pour répondre concrètement à la question de Jean-Paul, quand le RSI casse la ligne des 70, ça veut dire que et qu'il était avant dans une zone de surachat, cela signifie que a priori on a commencé un travail de distribution. Alors encore une fois, il faut être ultra prudent parce que j'ai vu, et si je peux convier qu'un seul message à travers tous ces webinaires, c'est peut-être le suivant. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'un indicateur va vous dire. Essayez de trouver des éléments convergents et qui sont dissociés, qui vous disent la même chose. Autrement dit, mettre 3 oscillateurs les uns au-dessus des autres pour avoir un biais de confirmation et vous dire que le marché va partir à la baisse, c'est idiot. Parce que les oscillateurs sont tous construits à peu près de la même manière. Donc il faut chercher des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Chercher dans le volume une confirmation d'une divergence baissière. Et si en plus, en faisant un décompte d'Elliott, vous avez une 5 tronquée, n'essayez pas de comprendre ce que c'est, mais les héliotistes comprennent. Donc, si vous avez des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui vous montrent qu'il y a de la fatigue sur le marché, alors vous avez effectivement une confluence de paramètres qui vous montrent que oui, vous avez peut-être
une fatigue qui apparaît et par conséquent un titre qui va s'arrêter de monter, voire un candidat à la vente à découvert. Mais ne mettez pas des éléments qui sont de la même famille ensemble en pensant que parce qu'ils disent tous la même chose, c'est sûr que ça va faire ce que vous escomptez. Donc, de toutes les façons, ne prenez rien pour argent comptant. Et deuxièmement, si vous avez, pour revenir à notre discussion, un RSI qui passe sous 70, alors ça veut dire qu'a priori, on est dans un phénomène de distribution a priori à confirmer avec beaucoup d'autres éléments pour savoir effectivement si c'est vraiment de ça dont il s'agit. Voilà Mathieu, voilà Jean-Paul. Donc j'ai Merci Laurent. répondu, je l'espère, de manière satisfaisante à la question de Jean-Paul. Et je rebondis immédiatement sur une question, parce que Est-ce c'est que je peux lié. moi interrompre? En fait, tant Oui. qu'on est dans la thématique de la prudence, on a Stéphane qui demande si on doit placer son stop au plus près de la sortie du range pour être sécurisé. Alors ça, c'est une question qui a été posée différemment, à laquelle je répondrai tout à l'heure. D'accord. Le placement du stop. Parce qu'en fait, pour que le placement du stop soit optimal, il va falloir essayer de le placer en tenant compte de la volatilité. Et pour ça, il y a des outils, mais ça fera l'objet d'une réponse complète tout à l'heure. Là, je veux D'accord. juste revenir à ce que je viens de dire préalablement parce que Isabelle a posé une question qui est la suivante. Vous nous avez parlé la semaine dernière de cette idée de comprendre le prix. Qu'est-ce que vous vouliez exactement entendre par là? Et ça fait écho directement à ce que je viens de dire sur les indicateurs techniques. C'est-à-dire que ce que vous devez analyser en premier lieu, et ce sur quoi votre esprit doit se concentrer à 70 voire 75%, c'est que fait le prix. C'est ça qui doit être votre point de concentration quand vous avez un chart sous les yeux. Ne surchargez pas votre chart avec des RSI, des rate of change, des momentum, des stochastiques, des MACD et j'en passe et des meilleurs. Parce que vous allez étudier des formules mathématiques dérivées du prix au lieu d'étudier le prix lui-même. Donc il faut comprendre le prix. Et quand je dis qu'il faut comprendre le prix, c'est quand vous avez par exemple une zone de support qui en devient une, essayez de vous poser la question pourquoi cette zone a été effectivement une zone d'achat. Et si cette zone d'achat finalement elle est enfoncée et que le prix casse par le bas, dans quelle situation psychologique vont se trouver tous ceux qui ont payé ce support? Et donc, si ils sont tous en perte et qui sont donc mal, puisqu'ils sont tous en train de souffrir, ils voient leur portefeuille en train de, la valeur nominale de leur portefeuille en train de diminuer parce que le marché est en train de partir à la baisse. Et donc, dès que le marché revient sur le support, ça devient résistance. Ça devient résistance parce qu'ils profitent de ce retour pour alléger leur position et sortir flat. Donc, chaque fois que vous avez une structure technique sur votre écran, dites-vous que ce sont des intervenants de marché qui, par leurs actions, ont créé cette structure. Et donc, j'aime bien l'expression qui dit que les graphiques chartistes, l'analyse chartiste, c'est en fait l'empreinte de l'argent. En fait, ça vous montre par où est passé l'argent et ce qu'a fait l'argent. Est-ce qu'il est rentré sur le marché? Est-ce qu'il est sorti du marché? Comment il est sorti du marché? Est-ce qu'il est rapidement sorti du marché avec, par exemple, un sommet en V? Est-ce qu'au contraire, il est sorti de manière très graduelle avec un trading range latéral? C'était ça ce que je voulais dire la semaine dernière quand je vous disais qu'il fallait plus comprendre le prix, enfin qu'il fallait comprendre le prix avant tout, avant de comprendre les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, ils viennent vraiment en corollaire. Quand vous avez passer du temps à comprendre ce qui se passait sur le marché en analysant le prix, alors vous pouvez aller chercher des confirmations ou des affirmations sur les indicateurs techniques. Voilà, c'était juste pour répondre à la question d'Isabelle. Alors, pour répondre à la question maintenant, Mathieu, que tu viens de me donner Oui. et que tu peux peut-être répéter, c'est comment déceler le bon niveau de stop, c'est ça? La question de Stéphane, voilà, qui était de savoir où placer son stop, à savoir doit-on le placer près de la sortie du range
pour être sécurisé? Alors, la question, en fait, revient à dire quel est le prix qui va invalider mon scénario. Si j'ai par exemple, et je vais refaire un schéma à l'écran, j'ai une tendance haussière. OK? Et puis après, j'ai un trading range. Et donc, j'ai ce range comme ça. Et je me dis, je vais appliquer les principes de l'analyse technique. A priori, j'ai un rectangle en formation. A priori, c'est une figure de continuation. A priori, je vais donc chercher à acheter le marché. A priori, je vais l'acheter sur une confirmation, autrement dit, sur un breakout. OK? Rien de mal à ça. Il y a d'autres façons de traiter. On peut tout à fait se dire que plutôt que de traiter la confirmation, je vais traiter le point bas et je vais payer le support. OK? Chacun son style. Il y a des gens qui préfèrent avoir une confirmation de la part du marché, puis il y a des gens qui préfèrent avoir des bons prix. Après, c'est à chaque personne de faire l'arbitrage entre la confirmation et le bon prix. Bon. Le problème, c'est que si vous dites, bah, j'ai un trading range clairement défini, je vais mettre mon stop ici. Attendez, non, je ne vais pas faire ça. Voilà. Je vais mettre mon stop sous le trait rouge ou au trait rouge parce que le marché, il est allé chercher 3 fois ce niveau de support et 3 fois il a rebondi, enfin 2 fois plutôt il a rebondi, donc la 3e fois s'il revient, eh bien, et qu'il repart, eh bien je me dirais que mon trading range est confirmé, mon support a été testé 3 fois, tout va bien, je mets mon stop sous le 3e test réussi de la ligne de support. Pourquoi c'est agréable cette posture? Parce que vous mettez un stop serré et que par conséquent, vous entrez sur le rebond avec un stop relativement peu éloigné, donc avec un risque relativement contenu. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est ça. C'est-à-dire que le marché va enfoncer votre support, vous allez vous faire sortir, vous allez perdre de l'argent et derrière, boum, ça va rebondir. Et là, vous allez vraiment être énervé parce que vous aviez vu le range, vous aviez vu la tendance, vous aviez vu le niveau, vous aviez tout vu et malgré tout, vous perdez de l'argent. C'est à s'arracher les cheveux. Donc, il faut essayer de trouver une méthode pour placer son stop. Cette méthode, elle n'est pas infaillible. Hein, c'est ce que vous aurez compris avec moi, c'est qu'en analyse technique, il n'y a pas de solution infaillible. Okay, il n'y a que des méthodes pour essayer de limiter la casse. Okay, donc, il y a des méthodes, il y a des outils qui vous expliquent, qui vous aident à placer votre stop quand vous avez un niveau de support clairement identifié. Il y en a un que moi, j'ai utilisé, que je continue d'utiliser, parce que en fait, il y a cette donnée qui est super compliquée à intégrer dans vos calculs, c'est la volatilité. Et en fait, vous pouvez avoir un excès de volatilité, autrement dit un piège baissier, histoire de bien sortir tous ceux comme vous qui ont mis leur stop ici, et puis quand tous ceux qui ont été sortis, eh bien, ils ont été nettoyés, ça repart à la hausse. Donc, vous pouvez utiliser un outil qui va vous expliquer, qui va vous dire où mettre le stop. Et cet outil, c'est le Average True Range. En fait, c'est le ATR, et c'est un outil qui va calculer sur un nombre de périodes données que vous allez vous-même déterminer l'écart qu'il y a eu entre, alors, suivez-moi bien, soit le plus haut de la séance de la veille avec la clôture d'aujourd'hui, soit le plus bas de la séance de la veille avec la clôture d'aujourd'hui, soit le plus haut et le plus bas de la séance de la veille. Et on va prendre la plus grande valeur de ces trois possibilités. Et en prenant la valeur de
la plus grande de ces trois possibilités, on va dire que lissé sur 10, 15, 20 périodes, on va dire que c'est la volatilité moyenne de ce marché en particulier. Et donc, si vous mettez un stop sous l'ATR qui vient d'être calculé par votre plateforme de trading ou d'analyse technique, eh bien, a priori, vous vous mettez à l'abri du bruit. C'est-à-dire que le bruit, c'est justement ce que je vous ai expliqué ici. C'est ce qui va sortir tout le monde et puis après faire repartir le marché à la hausse. Donc, pour répondre de façon précise à la question, qui est-ce qui posait la question, Mathieu? Stéphane. Pour répondre à la question de Stéphane, si vous mettez un stop trop serré, vous prenez le risque de vous faire sortir bêtement. Si vous mettez un stop trop loin, vous allez avoir la joie de voir le marché faire un piège sans être sorti, mais si le marché part effectivement à la baisse, vous allez en perdre de l'argent. Donc, où est-ce qu'on place le stop là-dedans? Eh bien, vous allez chercher l'ATR sur votre plateforme. Vous allez donc, par exemple, le mettre sur 15 ou 20 périodes. Et l'ATR va vous donner un chiffre. Il va vous dire c'est 0,3, 0,2, 2,1, peu importe. Eh bien, ce chiffre qui va vous donner sur 20 périodes, vous allez le soustraire au prix du stop, au prix du support. Okay, donc, vous allez dire, là, le prix, c'est 12,56. Mon ATR, il est de 0,2. Donc, ça veut dire 12,56 moins 0,2, ça fait 12,36. Je vais mettre mon stop à 12,3. Ça veut dire que il peut y avoir un excès baissier sous la zone de support d'une amplitude équivalente à l'ATR, et si ça va sous l'ATR, alors les chances pour qu'on parte vraiment à la baisse et qu'on rompe le support sont accrues. Est-ce que c'est scientifique? Non. Est-ce que ça marche à 100%? Non. C'est juste une manière, mais il y en a d'autres, de savoir où placer votre stop pour qu'il soit ni trop près ni trop loin. Et Patrick Henry pose la question de savoir s'il y a un nombre de périodes optimales, si on peut, si, on peut dire, pour calculer son ATR. Alors, plus vous allez inclure de périodes, et c'est le bon sens, plus vous allez inclure toute la volatilité qu'il y a eu sur le marché. Si vous calculez, par exemple, attendez, je vais enlever ça. Voilà, on se remet sur Veolia. Là, on a une zone d'accumulation. Alors, il y a combien de périodes? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, on va faire différemment. On est quoi? On est le 23 mars. Et la zone de conso, elle a véritablement commencé, allez, on va dire le 23 décembre. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 mois. Il y a 3 mois plus de consolidation sur Veolia. Un mois, c'est 21 séances. 3 mois, ça va faire 63 périodes. Donc ça veut dire que pour prendre en compte l'intégralité ou la quasi-intégralité de la volatilité de ce trading range, il faut a priori prendre un ATR de 50 périodes. Ok, 50 périodes, ça fait 2 mois et demi. La conso, elle a duré 3 mois. Donc ça veut dire que il faut essayer de prendre un ATR et vous devez réfléchir, vous casser la tête. Il n'y a pas des recettes toutes faites. Il faut que vous cassiez la tête pour le nombre de périodes de l'ATR pour que ça soit représentatif de la période que vous voulez évaluer, pour que ce soit représentatif de la volatilité de la période que vous envisagez pour pouvoir mettre un stop qui soit approprié. Donc moi, si je devais me servir d'un ATR sur Veolia, je prendrais un ATR en 50 périodes. Ok, si je devais faire, par exemple, attendez, si je devais calculer l'ATR pour savoir où le mettre sous cette période, ben,
je ne serais pas gêné pour prendre un ATR plus long, vu qu'on était dans une grande consolidation avec des grands swings. Moi, je prendrais un ATR, par exemple, de 65, voire de 100 périodes. Donc, vous voyez, en fait, il faut réduire ou agrandir la voilure de la période considérée pour savoir combien de périodes vous prenez pour calculer un ATR qui soit représentatif de la volatilité de la figure dont vous voulez sortir. J'espère que j'ai été clair, Mathieu. Bah, j'espère aussi. Philippe nous demande si il y a une, une différence de période à prendre selon si on se trouve en tendance ou en trading range. Alors, quand on est, quand on est en trading range, vous avez vu qu'il faut regarder à peu près quel âge a le trading range. Là, en l'occurrence, on a vu qu'il avait à peu près 3 mois. Donc, ça fait 60 périodes. Donc, vous prenez un ATR un petit peu plus réduit. Alors, en tendance, quand vous êtes sur une tendance comme ça, regardez, imaginons qu'on soit là. OK? Et que vous vous dites, qu'est-ce que c'est l'ATR moyen dans ce mouvement? Ben, moi, ce que je fais, c'est que je regarde à partir du moment auquel la tendance a été initiée, par exemple le 7 septembre. Je regarde le moment où je suis maintenant, c'est-à-dire le 14 décembre, donc ça fait octobre, novembre, décembre, ça fait encore 3 mois. Donc j'ai une tendance baissière orchestrée en 3 temps, une première baisse très lente, une deuxième baisse très rapide, et puis là on a manifestement une troisième séquence de ralentissement dans la baisse. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bon ben là aussi j'ai 3 mois de baisse, parce que je vais faire, c'est que 3 mois ça fait 60 périodes, je vais prendre un ATR de 40 périodes, parce que je vais privilégier cette volatilité-là, plutôt que celle du départ. Donc c'est comme ça que je calcule le nombre de périodes de mes ATR. En fait, encore une fois, c'est tout bête, quoi. C'est le bon sens. C'est-à-dire que si vous voulez examiner la volatilité d'une tendance via le prisme de l'ATR, eh bien, regardez quand est-ce que cette tendance a démarré et regardez l'ATR qui est donné par le corps des bougies qui a été fait pendant cette tendance. Voilà, donc, Mathieu, j'ai répondu. Alors, Je te encore une fois, rassure, tu as été très clair. bon, D'après super. les auditeurs, voilà, ils ont bien compris. Alors, bon, alors, on n'a plus beaucoup de temps, alors on va essayer de parler de quelques valeurs, puisque j'ai effectivement, qui est-ce qui m'a posé une question sur Veolia? Bah, je sais plus, j'ai plus le nom de la personne. Je vous prie de m'excuser. Mais il n'empêche qu'on nous a posé une question donc sur Veolia. Donc, sur un horizon de temps court terme, on voit bien qu'on a été ici dans une phase baissière de court terme assez importante. Je vais zoomer, 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 parce qu'on a quand même ici un moment de marché extrêmement important. C'est ce qu'on appelle une capitulation, concept que nous n'avons jamais abordé ensemble lors de ce webinaire, sur lequel on pourra revenir si ça vous intéresse. En l'occurrence, on a ici une bougie noire qui est une bougie de capitulation. C'est-à-dire qu'on a ce niveau de support qui avait été validé pendant, on va dire, 2 petites semaines, environ 10 séances. Et puis derrière, le marché repart à la hausse, incapacité des acheteurs à faire franchir les cours de cette zone de congestion. On repart à la baisse. Et là, pour le coup, quand on revient sur le support, on a une espèce d'écœurement de tous les longs qui, voyant que le marché est incapable de repartir à la hausse, décident de se délester une bonne fois pour toutes, dégoûtés par ce qui est en train de se passer, de leurs actions. Et là, ils sont en train de capituler. Et alors qu'ils sont en train de capituler, eh bien c'est le moment, c'est le prix parfait pour rentrer. Puisque vous allez voir, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne baisse plus. Et c'est impossible de le savoir à l'avance. Je vous rassure, il n'y a pas de boule de cristal qui va vous permettre, a priori, de savoir que c'est une capitulation. En principe, quand on a une grande bougie noire,
c'est-à-dire dont le corps dépasse de x3, x4 le corps des bougies précédentes, et que ce corps exagérément long vient à la queue de tout un mouvement baissier, vous pouvez présupposer que c'est une capitulation. Mais, encore une fois, vous pouvez avoir encore de la baisse derrière. Donc, quand vous voyez une grande bougie noire à la fin d'un grand mouvement baissier, vous pouvez peut-être vous dire, ouh là là, ça sent la fin de la baisse. Mais la fin de la baisse avérée, réelle, vous ne la connaîtrez qu'à posteriori. Quand? Bien quand vous verrez que ce niveau marqué par la capitulation, puisque derrière vous voyez qu'on a une bougie qui fait un nouveau plus bas et puis ça rebondit tout de suite derrière, on repart à la hausse, incapacité de franchir la résistance, on repart à la baisse et là, le niveau indiqué par la capitulation est un niveau de support. Et on voit que ça repart à la hausse. Et donc, ce n'est qu'à posteriori qu'on sait que c'était effectivement une journée qu'on le sait de manière confirmée, que c'était une capitulation. Donc, on est sur Veolia, sur un marché qui a consolidé de manière latérale en accumulation entre 15 et 16,50 €. Et puis, quand on revient là, comme ça, le marché repart à la hausse, il va tester ce niveau de résistance, il repart à la baisse, et là vous vous dites, bah, il repart à la baisse, on est reparti pour un tour, on va aller tester le support à nouveau. Et il y a plein de vendeurs à découvert qui jouent la stratégie de range et qui revendent Veolia parce qu'ils se disent, et ils n'ont pas tort, c'est une consolidation à l'intérieur d'un trend baissier. L'analyse technique me dit que dans un trend baissier, les trends de consolidation sont des figures de continuation. Donc tous ceux qui vendent ici Veolia sur la résistance, ils ont raison de le faire. C'est légitime de le faire. Sauf que ils le font, et là on remarque que le marché repart à la baisse ici, et tout de suite il s'arrête. Tout de suite on a de la pression acheteuse qui se manifeste sur le marché. Et tout de suite on repart à proximité de la résistance. Donc là, ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille. Parce que ici, quand on est allé tester la résistance, on a baissé, on a tenu 3 jours, et puis hop, derrière, on a cassé à la baisse. Là, on vient tester la résistance, on baisse, on tient 3 jours, et puis 4, et puis 5, et puis 6, et puis 7, et puis 8. On revient au contact de la résistance. Là, si vous n'avez pas un biais de confirmation trop fort, c'est-à-dire un biais qui vous empêche de voir ce qui se passe, vous êtes capable de vous dire, là, il se passe un truc. La pression vendeuse, elle a disparu pour le coup. On a des vendeurs qui se sont mis en embuscade sur la résistance et manifestement, une fois que leurs opérations de vente ont été passées, il n'y a plus personne derrière pour continuer de vendre et de faire baisser les cours. Et pendant 1, 2, 3, 4, 5, une semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 2 semaines, 2 semaines et 2 jours, on ne baisse plus. Donc déjà, il y en a qui se sont dit, oulala, ça sent le roussi, ça sent le sapin là, parce que ça devait baisser, ça baisse pas. Donc déjà, il y en a qui, prudents, débouclent leur position vendeuse, parce qu'ils se disent, il n'y a plus de vendeurs sur le marché. Le fait qu'on franchisse la résistance, ça a des chances d'arriver. Et donc, il y a des opérations d'achat qui rentrent sur le marché, parce que quand on est vendeur à découvert et qu'on déboucle, on rachète. Et donc, il y a déjà un doute qui se met sur le marché. Et là, boum, breakout. On sort par le haut. Donc, Veolia était dans une tendance de court terme baissière, qui est devenue une tendance plate. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un creux ici, à 15 €. On en a un autre plus haut, à 15,88 €. On a un sommet ici, à 16,40 €. On a un deuxième sommet ici, à 16,70 €. Qu'est-ce que ça vous dit, le fait qu'on ait 2 sommets et 2 creux qui sont maintenant ascendants? Eh bien, ça nous dit que cette phase de neutralité est potentiellement terminée et qu'on a une évolution positive du consensus qui est en train de s'opérer et que manifestement, on a maintenant des opérateurs qui rentrent sur Veolia et qui vont vraisemblablement jouer la hausse avec une projection toute bête qui est la hauteur du range projeté à la hausse avec un objectif à 18 €. Donc on était dans une phase hypothétique, mais c'était celle-là qu'il fallait qu'on ait en préalable de distribution
s'inscrivant dans une tendance baissière. On vient tester la résistance, la phase de distribution, elle prend un coup dans l'aile parce qu'on voit que ça baisse plus. Breakout haussier, on franchit la résistance, la distribution est terminée et on a potentiellement un retournement de tendance. Voilà sur Veolia ce qu'on peut dire avec l'objectif qui a été donné. Mathieu, comme à notre habitude, nous n'avons pu traiter toutes les questions et on sera évidemment. obligé de Mais continuer la semaine prochaine. effectivement, et donc ça ne vous empêche pas de nous poser vos questions par mail, donc à l'adresse varan au pluriel .info@bnpparibas.com. Donc on se fera un plaisir de les transférer à Laurent et dans la mesure du possible, encore une fois, en 1 heure ça passe très vite, surtout quand c'est passionnant comme cela. Et donc on y répondra autant que faire se peut. Voilà, en plus des questions que vous nous posez en live. Donc Voilà, bah merci écoute, Laurent pour ton travail donc, et la qualité de tes réponses. Je peux t'assurer que les participants sont très contents et très satisfaits. eh ben, écoute Mathieu, ça me fait extrêmement plaisir et je voudrais vous répéter encore une fois que ça m'a fait également très plaisir de voir vos très bonnes questions et continuez à le faire. Et quand vous posez des questions, dites-vous toujours qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc allez-y, on est là pour ça. Donc, s'il y a des choses que je vous ai expliquées qui n'ont pas été très bien comprises, n'hésitez pas à nous le dire, on répétera. Parfois, il faut répéter plusieurs fois pour que ça rentre, et c'est normal. Donc, allez-y, envoyez à Mathieu et Falco toutes vos questions. Et moi, bah, je vous retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, à nouveau des questions. On répondra aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, et je donnerai la priorité aux questions plutôt que sur les marchés, parce qu'encore une fois, je pense que pour le moment, on est au début de cette série de webinaires, donc il y a des principes de base qui doivent être assimilés pour qu'ensuite on parle des marchés. Donc tant qu'on aura des questions théoriques sur l'analyse technique, on y répondra avec plaisir par le biais de l'analyse de certains sous-jacents pour expliquer certains concepts. Et puis après, j'espère que vous aurez que des questions sur les sous-jacents puisque vous serez devenus des maîtres de l'analyse technique. Voilà, Exactement. sur ces paroles, Mathieu, je te remercie et je vous Merci remercie Laurent. tous également d'avoir À été la semaine présents. prochaine. Et on se Merci, retrouve la semaine prochaine. exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous également. Et je vous dis donc à jeudi prochain. À bientôt. Au revoir. Merci Mathieu, merci à tous. Salut Laurent.